Génération Comptable, c'est le podcast sur lequel vous découvrez des parcours passionnants d'intrapreneurs et d'entrepreneurs au sein de cabinets d'expertise comptable. Bonjour Alexandre. Salut Jason. Merci de nous accueillir chez TGS à Saint-Herblain, près de Nantes aujourd'hui. Pour commencer l'interview, est-ce que tu peux te présenter ? Je suis Alexandre Chopin, expert comptable, associé dans le groupe TGS France et j'ai la charge du pôle innovation que j'ai créé il y a maintenant 6-7 ans, on en parlera sûrement plus tard, pour le groupe. Ça marche. Est-ce que tu peux rapidement nous parler de ton parcours ? Alors, mon parcours de formation. Un peu de tout, mais juste dans la globalité. Après, on rentrera dans le détail, mais c'est pour avoir déjà un ordre d'idée de ton parcours pro et formation. En très grande ligne, j'ai fait le bac classique, bac général ES, économie sociale, à Saint-Nazaire. Je suis pas peu fier d'être de Saint-Nazaire, donc je le précise. Et puis après, je me suis dirigé vers une école privée nantaise qui s'appelle Lycée 2E, qui est une école privée d'expertise comptable. Je suis pas sûr qu'il y en ait énormément sur le territoire, mais à Nantes, il y avait la chance d'avoir cette école-là, et ça m'a permis de faire le cursus assez traditionnel de l'expertise comptable. DCG, alors j'avais même le DPECF à l'époque, DCG ensuite, DSCG en alternance, et donc que j'ai fait chez TGS France, et puis ensuite j'ai passé le DEC, pareil chez TGS dans lequel je suis resté aujourd'hui, et puis j'ai tout un parcours derrière dans le groupe, parcours assez classique d'expertise comptable, il n'y a pas de filière commerce IUT ou quoi que ce soit, j'ai fait l'école privée et ça a été jusqu'au bout de cette manière-là. Ça marche. T'as toujours rêvé de faire de la comptabilité ou quand t'étais plus petit, tu pensais faire autre chose ? Je sais pas si ça existe, les gens qui ont rêvé de faire de la comptabilité. Je serais curieux de les rencontrer, mais ça doit exister. Non, moi, en fait, c'est marrant jusqu'à je pense un mois avant la fin de mon bac, je savais pas forcément où j'allais aller. Non, j'en ai pas rêvé. J'ai rêvé de tout un tas de choses comme des gens un peu classiques, de faire des écoles de commerce, de faire du cinéma, de faire de la radio, de faire plein de choses comme ça, mais pas de la compta. Et en fait, je sais plus si c'est en cours dernière année de bac où il y a les fameux salons étudiants que tu as et qu'il y a sur Nantes. Je sais même pas comment il s'appelle ce salon, mais voilà, c'est comme ça, en faisant le tour des écoles, j'ai rencontré Lycée 2E, comme quoi ça marche. J'ai rencontré le directeur, une prof et puis sûrement des élèves et puis ça m'a branché. Donc c'est comme ça que je suis allé dans le cursus, mais en fait j'en ai pas du tout rêvé avant ça et je me suis même, je pense, aventuré dans ce sujet-là sans savoir ce que j'allais vraiment en faire et surtout sans savoir que j'allais faire ces choses-là de ce que je fais aujourd'hui en fait. Ok, et quand tu étais étudiant ou plus jeune, tu étais quel type d'élève ? Plutôt le cancre, le studieux, le bavard J'étais pas du tout le studieux, malgré le fait alors que j'ai un an d'avance quand même, donc on peut le préciser, je suis fier, mais ça s'est passé en CP, donc ça veut pas forcément dire grand-chose. Tu savais déjà lire, quoi. Voilà, et en gros, voilà. Mais comme tous les gamins sont les meilleurs gamins du monde, mon gamin sait lire plus tôt que les autres. Enfin voilà, on trouve tous que son enfant est formidable, mais en fait, c'est des enfants comme les autres. Et bah moi, voilà, j'ai eu la chance de peut-être avoir une prof qui a voulu à l'époque me faire sauter une classe. Donc j'ai sauté mon CE1, mais après, j'étais pas du tout l'élève studieux que j'aurais pu être en pensant que j'ai sauté une classe. Au contraire, j'étais celui qui faisait le strict minimum pour avoir la moyenne. J'étais plutôt celui du fond de la classe, celui qu'on sépare des copains, celui qu'on colle, celui qu'on met dans le coin de la classe, mais quand même celui qui était plutôt apprécié des profs, parce que c'était toujours dans la limite c'était plutôt dans le respect des choses et tout, mais plutôt pas studieux, pas celui qui prend des notes à l'école, pas celui qui révise ses cours avant les exos, mais bon, là, j'ai toujours réussi à me débrouiller pour avoir la moyenne et donner ce qu'il fallait donner au dernier moment, et ça jusqu'au bout du bout. Donc voilà. Ça marche. Tu disais que tu as fait le DPECF, donc c'est le diplôme préparatoire aux examens de comptabilité et de finance. D'accord. Peut-être. Donc ça, c'était les anciens diplômes qui n'existent plus aujourd'hui. Exactement. En fait, c'était de mémoire en un an. C'était même avant le BTS de mémoire. Donc honnêtement, je sais pas. C'est peut-être pour ça qu'il a été supprimé. D'ailleurs, je sais pas quelle était son utilité. Sûrement de donner quand même un premier niveau de diplôme post-bac qui permettait d'avoir en un an un premier diplôme, mais je l'ai même loupé. D'accord. Et je l'ai loupé, et du coup je l'ai jamais eu parce qu'il a disparu avant que je le réussisse. Donc, okay. Mais après tu passes vite au DCG qui est aujourd'hui connu, qui est le bac plus 3 quoi. Yes. Donc DCG, ensuite DSCG. Pourquoi tu disais que tu l'as fait en alternance ? Pourquoi avoir choisi de le faire en alternance ? Alors, je l'ai choisi et pas choisi en la fois, c'est-à-dire que c'était l'école qui le proposait.
par défaut. Alors moi j'ai trouvé ça super, et encore plus avec le recul aujourd'hui, de se dire que c'est vraiment quand même l'alternance quelque chose de top pour permettre de commencer à avoir un pied dans la vie pro. Mais je ne l'ai pas vraiment choisi. Et en toute transparence, l'école était coûteuse. Et l'avantage de l'alternance, c'est que c'est pris en charge par l'employeur. Et ça permettait quand même à mes parents, après avoir payé 2 voire 3 premières années, de ne pas avoir à payer les années suivantes. Je pense que c'était le format aussi qui plaisait à toutes les gens qui ont continué le cursus là-bas. Voilà, mais après, je l'ai fait en étant content de le faire. Ça s'est très bien passé, mais je ne l'ai pas choisi. C'était l'école, c'était le format comme ça. Mais il y avait la possibilité de payer l'année et de ne pas le faire en alternance, et de passer en candidat de manière un peu différente les épreuves. Mais je crois que dans la classe, il devait y avoir 1 ou 2 qui ont choisi de faire ce format-là, mais sinon on était tous en alternance. Ça marche. Et donc du coup, tu as fait donc, ton alternance chez TGS France, qui s'appelait à l'époque Sorigor. Pourquoi avoir choisi ce cabinet-là plutôt qu'un autre? Comment ça s'est passé? Eh bien, on va être le plus transparent possible jusqu'au bout. Je sais pas si on choisit. En fait, je suis pas du tout fan de tout ce qui est destiné, destin ou quoi, mais des fois, quand on prend un peu de recul, c'est marrant de s'y pencher. J'ai fait plein d'entretiens dans plein de cabinets différents, de tailles différentes, des cabinets de 2 ou 3 personnes, des cabinets de 10 personnes, des cabinets de 30. J'ai été recalé de la plupart, parce que j'étais en concurrence avec mes amis en fait, et vu que j'étais pas celui qui avait les meilleures notes, je pense que c'est aussi ce qui a dû jouer, et pas celui qui avait les meilleures remarques ou commentaires des profs. Mais en fait c'est pas grave, parce que je pense qu'en plus avec le recul, c'est vraiment des structures dans lesquelles je me serais peut-être un peu moins épanoui, qui correspondaient moins à mon tempérament, et du coup je suis rentré chez TGS, donc anciennement Sorigor du coup à l'époque, à Saint-Nazaire, déjà parce que, et je pense que ça se passe souvent comme ça, un ami de mes parents connaissait donc Anthony Pérez, qui m'a recruté, qu'aujourd'hui un de mes associés, je remercie de m'a recruté à l'époque, qui m'a recruté à Saint-Nazaire. Et en fait ça a fité direct entre nous, mais j'ai même commencé mon alternance 1 mois plus tard que tous mes amis, parce que j'étais à la bourre totale. Donc j'ai commencé en novembre au lieu d'en octobre, et voilà. Et puis après, l'histoire est celle qui s'écrit derrière, mais en fait, j'ai pas vraiment choisi Sorigor plus que ça, si ce n'est que ça a complètement matché avec Anthony, qui m'a recruté à l'époque, et voilà, avec qui on avait pas mal d'affinités, on avait, je pense, détecté l'envie de bosser ensemble, mais voilà, j'ai pas forcément choisi une grosse structure. Par contre, ce que j'avais choisi, c'est de pas aller chez les bigs, contrairement à d'autres. C'est que c'était un choix personnel, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, mais je sais que je me serais retrouvé assez peu en fait, d'aller dans des grosses machines. TGS, c'était un peu le compromis entre les deux, Sorigor, c'était un peu le compromis entre les deux, et pas de regret, au contraire, d'avoir choisi ça. Super. Et du coup, tu rejoins donc l'agence de Saint-Nazaire. Il y avait combien de personnes à peu près dans l'agence à ce moment-là? Je rejoins l'agence, on devait être une douzaine, 12-15 personnes à l'époque à Saint-Nazaire, ouais. D'accord. Ouais, donc même si c'est un gros groupe, en tout cas aujourd'hui, l'agence, la taille de l'agence fait que tu as un peu l'impression aussi d'être dans un petit cabinet finalement. Ouais, c'est ça. Mais c'est la force du groupe, même aujourd'hui, hein, c'est que c'est plutôt plusieurs cabinets de taille modeste pour se sentir dans une équipe, et pas avoir le poids d'un gros groupe là-dessus, mais par contre d'avoir tous les avantages derrière d'une structure un peu plus importante. Mais voilà, moi j'étais dans une équipe de 12 personnes, et encore plus quand t'es en alternance à l'époque, tout ce qui est la direction générale, tout ça, ça me paraissait tellement loin. Le groupe, le nombre de personnes, je pense que le groupe, on était peut-être moins de 1000 à l'époque. Tout ça, ça nous paraît tellement loin. Pour moi, c'était 12 collègues ou 15 collègues, et puis c'était surtout ça, et voilà. C'était chouette. Pour resituer, c'était en quelle année ça, du coup, que tu intègres du coup TGS en alternance? Eh bien, c'était il y a pile 14 ans, parce que ça fait 14 ans que je suis dans le groupe, donc j'avais 20 ans, donc c'était en 2000. Non, attends. Oui, 2008. En 2008. Ouais, 2008. Ça marche. Et alors du coup, tu es recruté à quel poste? Je suis recruté assistant. En fait, comme mon parcours un peu classique de formation, j'ai fait le parcours un peu classique dans le cabinet au début, en tout cas. Ouais. Après, c'est après que ça a un peu pivoté, mais voilà, j'ai commencé assistant, il faut apprendre la base. C'est important. Voilà, forcément, ça agace, parce que quand on a envie d'aller vite, apprendre la saisie et se taper des factures à la mano, et puis surtout qu'à l'époque c'était encore moins digitalisé, même si le groupe a toujours été en avance là-dessus. C'était encore moins digitalisé, donc la fameuse boîte à chaussures, tu l'as connue. Je l'ai connue, c'est pas les moments les plus agréables. Forcément à l'époque on râle de faire ça, mais en fait ça apprend la base, donc assistant classique. J'étais super bien accompagné par mes collègues, et voilà, petit à petit ça a permis de se former.
Tu avais une typologie de clientèle particulière ou tu faisais un peu de tout? Non, un peu de tout, beaucoup de... alors c'était à Saint-Nazaire, donc beaucoup d'activités saisonnières type resto, hôtel. D'accord. Mais j'avais aussi de l'artisan, du commerçant. Donc non, non, assez TPE en fait. Ouais. Et ça, c'est la force du groupe d'ailleurs, hein, c'est d'avoir un maillage territorial assez fort avec plein de petites agences et du coup d'être très présent sur de la TPE. Donc c'était de la TPE essentiellement à 90% de notre clientèle et de ce que je faisais à l'époque, c'était de l'artisan, commerçant, hôtel, resto, etc. Ça marche. Donc du coup, là, tu as ce poste-là pendant les 2 ans d'alternance ou ça évolue un peu pendant l'alternance? J'ai ce poste-là pendant les 2 ans d'alternance, D'accord. voire même un peu plus en fait. Et c'est vrai que des fois, quand on va vite dans les diplômes et on s'inscrit vite au stage d'expertise comptable, en fait, on est encore assistant Mhm. au début du stage et ça peut agacer des fois parce qu'on se compare à Oui. d'autres qui peuvent déjà pas avoir le même âge, pas le même parcours, pas le même cabinet. Mais non, j'ai été assistant assez longtemps en fait, pendant au moins 2-3 ans, D'accord. pour bien avoir la base. Donc ensuite, tu es recruté à la fin de ton DSCG. Yes. Tu t'inscris au stage d'expertise comptable, enfin du DEC. Exactement. Et donc, tu as toujours le même poste, en fait, finalement, mais en CDI. Exactement. Ok. J'enchaîne direct, je m'inscris direct au stage. L'idée c'était d'aller vite. Puis Anthony m'a fait confiance à l'époque pour m'embaucher directement en CDI après l'alternance. Bon, c'est les meilleurs formats et d'où l'intérêt de l'alternance aussi. On en a pas parlé bien juste sûr. avant, mais c'est de pouvoir directement être embauché en CDI. C'est un intérêt pour l'alternant, mais aussi pour l'employeur de pouvoir Bah oui, bien sûr. sourcer. Complètement. Donc là, tu restes dans l'agence de Saint-Nazaire. À quel moment ça évolue en termes de mission, de poste pour toi? Et je reste dans l'agence de Saint-Nazaire. Petit à petit, je commence à me constituer mon portefeuille client. C'est pareil, je suis pas très original là-dessus. C'est un petit peu, ça doit être un peu pareil dans les parcours classiques, c'est-à-dire que tu es assistant, après tu commences à devenir chargé de dossier. Quand tu es chargé de dossier, alors je suis pas très familier et très fan des termes utilisés de chargé de dossier, chargé de mission. Ça veut tout rien dire, mais voilà, bon, c'est des termes qui sont quand même utilisés, donc parlons de ça. Et du coup, chargé de dossier, tu fais assistant et chargé de dossier en même temps sur tes dossiers. Comme ça, tu fais de A à Z. Puis petit à petit, tu commences à avoir toi ton propre alternant ou des gens en saisie qui commencent à t'accompagner sur tes propres dossiers. Du coup, tu montes au fur et à mesure chargé de dossier sur tes clients. Et puis après, le poste, en plus, le groupe a créé le poste de conseiller il y a maintenant quand même quelques années. Et ça a permis aussi d'avoir une autre posture de pas être que focus compta et vraiment d'avoir une poste de conseil avec la formation dédiée en interne et tout. Donc moi je suis passé après chargé de dossier à conseiller qui me permettait d'accompagner mes clients sur tableau de bord, le conseil, la mise en place certains sujets stratégiques, etc. Toujours sur la PME, du coup, enfin, ou de la TPE, Plutôt pardon. TPE, ouais. Plutôt TPE. Après, on commençait à avoir des petites PME. Et puis moi, après, je commençais à constituer mon propre portefeuille client par aussi mes réseaux qui commençaient à m'apporter des clients ou voilà, je commençais à avoir des personnes qui voulaient que je les accompagne. Donc petit à petit, ça s'est fait comme ça. Mais en fait, ça s'est fait dans le temps, tranquillement. Et ça s'est fait correctement. Donc il n'y a pas eu un moment où d'un seul coup, je suis passé d'assistant à chargé de dossier du jour au lendemain, on chamboule tout. Ça s'est vraiment fait dans le temps. Je pense que ça s'est fait intelligemment, même si à l'époque, forcément, tu râles, tu as envie tout de suite d'être chargé de dossier, tu as envie tout de suite d'évoluer et tout. Mais en fait, avec le recul, et je le reproduis avec mes équipes, en fait, l'idée, c'est de faire évoluer les gens au fur et à mesure, et ça a été très bien fait pour ça. Top. Et donc là, poste de conseiller, tu étais aussi sur l'agence Saint-Nazaire, toujours au même endroit? Exactement, l'agence de Saint-Nazaire. En fait, j'ai été à l'agence de Saint-Nazaire jusqu'à la quasi fin de mon DEC, en fait, c'est expert comptable stagiaire, donc les 3 ans après l'alternance, agence de Saint-Nazaire, et ça a commencé à pivoter avant la fin des 3 ans. J'avais envie d'autre chose, donc j'ai été conseiller jusqu'à la fin de mon DEC, enfin ton stage? Mon stage d'expertise comptable. D'accord. Tu l'as fait en 3 ans, ton stage? Je l'ai fait en 3 ans, ouais. Je l'ai fait en 3 ans, j'ai voulu enchaîner et j'ai enchaîné directement le DEC pour pas perdre de temps. Voilà. C'est un diplôme, de toute façon, il faut enchaîner, à mon sens, parce qu'après, il y a des histoires de vie qui font que tu commences à avoir des enfants, tu commences à t'installer, tu commences à avoir moins de motivation, tu commences à avoir aussi beaucoup de temps au niveau pro, donc tu as moins de temps à passer sur le diplôme. Donc, moi, j'ai tout enchaîné. Donc, 3 ans de stage classique et puis le mémoire et le DEC, les écrits l'année d'après. Ça marche. T'as pris quel sujet pour ton DEC, c'est là que ça a pivoté en fait. J'ai passé mon mémoire donc sur ce que je fais aujourd'hui en fait. J'ai fait mon mémoire sur la création d'une offre
dédié à l'innovation pour un pôle pour un cabinet d'expertise comptable. D'accord. Donc vraiment. Comment ça t'est venu ce sujet-là? Alors, c'est là où c'est un peu plus particulier. En fait, c'est venu. C'est l'avantage d'un groupe comme TGS, c'est qu'il y a plein d'opportunités. Et qu'à l'époque, à Saint-Nazaire, je commençais moi à avoir fait le tour, à m'ennuyer un petit peu. Parce que je trouvais la typologie de clients qui me correspondait moins, un peu plus répétitif, peut-être moins de besoin de conseils sur certaines typologies de clients. Donc voilà, j'étais pas méga épanoui. Et j'en ai discuté avec Anthony. Et en fait, il s'avère qu'en interne, on avait dans le groupe deux compétences à Poitiers et à Bordeaux, suite à un rapprochement à Bordeaux, deux compétences qui étaient liées à l'innovation sur le crédit d'impôt recherche. Et on s'est dit, ce serait chouette d'en faire quelque chose parce qu'on a quand même deux personnes compétentes sur un sujet qui est quand même assez spécifique. Ce serait peut-être bien d'essayer de généraliser quelque chose ou de créer une sorte d'équipe pour le groupe qui pourrait intervenir sur tous les clients qui font notamment de la fiscalité liée à l'innovation, donc crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, etc. Et donc, c'est là, à l'époque, où on m'a parlé de ça, Anthony m'en a parlé, et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour me dire, oui, ça m'intéresse, pour le Grand Ouest, et notamment Nantes, d'être le référent sur ce sujet. Donc, on a créé une petite équipe à 3 au début sur le sujet de l'innovation, et ça a été une double opportunité. Déjà, une opportunité pro de pouvoir faire quelque chose dans le groupe, et une opportunité perso qui était trouver un sujet de mémoire. Et du coup, j'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être un sujet autour de l'innovation à faire. Le sujet me passionnait à titre personnel parce que le côté start-up innovant, c'est quand même hyper enthousiasmant de rencontrer que des gens qui veulent changer le monde, des nouvelles technos, des nouveaux projets. Voilà, c'est assez stimulant. C'est un projet, c'est que des projets passionnants souvent, des gens passionnants. Et en plus, c'était il y a quand même 7 ans, ça a commencé à être vraiment les débuts de ce qu'on entendait dans les écosystèmes, notamment à Nantes, sur les premières startups, les premières boîtes innovantes. Et donc, il y avait un coup à faire, en tout cas un virage à prendre, ou une opportunité en tout cas de se distinguer des autres et d'aller sur des typologies de boîtes qui étaient un peu différentes de ce qu'on avait l'habitude d'accompagner, de se différencier, et puis en plus voilà, de lier l'utile à l'agréable en accompagnant quelque chose qui stimulait intellectuellement. Donc voilà comment ça s'est venu, qu'on a commencé à discuter avec ce petit groupe de travail, et c'est là où j'ai commencé à moi imaginer ce que pouvait être une offre innovation, et donc en faire le sujet de mon mémoire. Ok, super. Donc là, à ce moment-là, du coup, au moment de créer cette équipe innovation, tu viens à Nantes. Du coup, tu restes plus à Saint-Nazaire. Ouais, j'ai fait un mi-temps Saint-Nazaire-Nantes, enfin un mi-temps Saint-Nazaire, mi-temps Nantes, pour deux raisons. C'est qu'il fallait, j'allais pas abandonner mon portefeuille client comme ça. Donc j'ai eu la chance qu'en fait l'équipe de Saint-Nazaire, et notamment Anthony, m'ait permis de dégager du temps pour développer cette nouvelle offre, ce nouveau projet. Donc de pouvoir lâcher quelques clients et continuer à accompagner certains pour aussi rentabiliser mon coût. Ça, c'est tout simple, mais à un moment donné, il faut quand même bon sens. C'est que je ne pouvais pas être à 100% non plus dédié à un projet comme ça alors que j'étais pas encore diplômé, que j'étais tout jeune dans le groupe. Voilà, donc ils m'ont fait la confiance, mais il fallait aussi quand même que je puisse avoir un petit portefeuille client. Mais mi-temps à Nantes pour commencer à imaginer l'offre, à rentrer dans les réseaux, à participer à tout un tas d'événements tout seul au début, de commencer à rencontrer des gens, participer à des événements liés à l'innovation, des cocktails, des choses qui te permettent de te sensibiliser au sujet. Mais c'était hyper intéressant, mais voilà, c'est un moment pas simple, en fait, tu es tout seul au début. Oui. Mais voilà, donc je partageais mon temps entre Saint-Nazaire et entre Nantes pendant, je pense, une bonne année. Ouais, ok. Et ensuite, du coup, tu es diplômé du DEC. Qu'est-ce que ça change pour toi ? Quand j'ai été diplômé, ça a changé une chose, c'est que une chose principale, en fait, ça n'a pas changé mon quotidien en soi parce que j'étais déjà hyper indépendant. Au moment où j'ai eu mon diplôme, j'étais déjà en train de constituer l'offre, mon équipe, etc. Donc j'étais déjà dans le mouvement de je vais avoir le DEC et puis je vais pouvoir avancer sur ce sujet-là et créer un pôle pour le groupe lié à l'innovation. Enfin, au moins sur Nantes en tout cas. Ce qui a changé, c'est que le groupe m'a fait encore plus confiance. C'est-à-dire qu'on m'a, je pense même, je sais pas si c'est le lendemain ou en tout cas la semaine après où j'ai eu le DEC, Marc Desjardins, qui est un des associés avec qui je travaille sur l'innovation, m'a appelé et m'a dit écoute, voilà, maintenant tu es diplômé, go, vas-y, tu prends le pôle et tu crées, on te donne carte blanche en gros pour créer tout ce que tu as envie de créer sur ce pôle-là, mais vas-y à fond, c'est toi qui en prends la responsabilité maintenant. Donc le diplôme m'a permis vraiment d'avoir la totale confiance
parce que j'avais fait mes preuves, parce que je été jusqu'au bout des choses, parce que je pouvais aussi devenir signataire sur mon propre pôle, etc. Donc ça a changé sur tout ça. Après, dans le quotidien en soi, j'étais déjà dans ce mouvement-là. Donc du coup, tu as pris la semaine d'après la responsabilité du pôle direct. Exactement, mais la responsabilité du pôle qu'il fallait créer. Donc en Oui, fait, il n'y avait pas grand-chose au départ. il y avait, en fait, il y avait rien. En fait, il y avait 2 personnes qui connaissaient un peu le sujet. On a commencé à créer des outils qui ont été. D'ailleurs, c'est super. Ça m'a permis aussi de créer des outils qui ont été mis dans mon mémoire. Donc moi, je me suis. En fait, tout ce que je faisais pour mon mémoire, enfin tout ce que je faisais au niveau pro, je le faisais pour mon mémoire. Donc c'était vraiment un cercle plutôt vertueux. Mais oui, le lendemain, on m'a dit go, vas-y. Mais finalement, j'étais déjà dans le mouvement. Donc encore une fois, ça n'a pas changé la face du monde. Mais oui, je suis devenu un peu responsable du truc. Voilà. Après, on m'a fait confiance. Si ça n'avait pas marché, on aurait trouvé. Je serais retourné dans un bureau plus traditionnel. Et puis, c'était pas non plus ultra risqué de se lancer. C'est la chance d'avoir un groupe derrière, c'est qu'on peut se permettre de tester. Et puis, si ça marche pas, il y a tout un tas d'autres choses à faire. Mais la chance que j'avais eue, c'est vrai que je l'ai pas précisé dans les choses, c'est que François Savès, qui est connu dans la profession, que je sais pas si tu l'as déjà croisé, voilà, qui est quelqu'un d'assez assez connu dans la profession, qui est du coup qui était responsable du bureau de Bordeaux pour lequel on s'est rapproché, avec lequel on s'est rapproché, m'avait permis de rentrer dans le comité innovation de l'ordre des experts comptables. À l'époque, elle avait co-créé ou créé, je ne sais plus d'ailleurs si c'était elle ou si c'était avec d'autres, mais en tout cas, elle était à l'origine de cette idée-là pour l'ordre des experts comptables. Donc, c'est de dire de créer un petit comité qui existe toujours d'ailleurs. On est peut-être un peu moins d'une dizaine maintenant d'experts comptables sur le plan national à se réunir 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois. Pour aider nos confrères à mieux accompagner les boîtes innovantes. Et la grande chance que j'ai eue, c'est que Françoise m'a intégré dans ce comité-là, alors que j'étais même pas encore diplômé. Donc j'ai pu me retrouver au Conseil supérieur à Paris, alors que j'étais pas diplômé, à participer au groupe de travail, et donc à avoir mon nom finalement sur le petit guide qui aide les confrères à mieux accompagner les boîtes innovantes, enfin les entreprises innovantes. Et du coup, il n'y a que des experts comptables normalement diplômés. Il y a des experts comptables diplômés, et voilà, plutôt d'ailleurs des associés, et il y a un membre du ministère de la Recherche, un membre de la BPI. Voilà, il y a des personnes qui connaissent bien ces sujets-là, mais en tout cas, côté comptable, c'était surtout des gens, c'était des gens diplômés, voire même créateurs de leur propre structure, etc. D'accord. Et du coup, moi, je me suis retrouvé là-dedans, ça m'a permis de me former sur tout ce qui était fiscalité et sujets un peu spécifiques liés à l'innovation, et puis de me retrouver co-rédacteur d'un guide qui m'a permis le jour du diplôme d'arriver avec le guide fait, alors que bon, en toute transparence, j'ai surtout beaucoup appris auprès des experts comptables là, parce que moi j'étais tout nouveau, je connaissais pas aussi bien le sujet qu'eux à l'époque, et voilà, ça m'a permis d'y aller comme ça. Donc voilà, le diplôme m'a permis déjà de me légitimer dans ce groupe de travail sûrement, et puis après dans le groupe de pouvoir accélérer sur le sujet, et puis le petit jeune qui a une idée ou qui tente le petit truc quoi. Yes. T'es toujours dans ce comité innovation ? Ouais, j'y suis toujours. Je te cache pas que si ils écoutent ton podcast, ils vont se dire il est culotté, parce qu'en fait j'y vais plus beaucoup. J'ai malheureusement pas trop le temps en ce moment, vu que pareil, il y a plein de sujets Ouais, bien sûr. en interne dans ce qu'on fait chez TGS. Donc j'ai plus trop le temps, je le prends pas assez, mais il faudrait que j'y retourne. Mais j'y suis toujours de manière en tout cas officielle. Mais voilà, c'est un super groupe de travail. J'y retourne de temps en temps, mais là ça fait un petit moment. Ok. Tu prends la responsabilité du pôle innovation chez TGS. Ça se passe comment de créer ce pôle innovation ? C'est très particulier de partir d'une feuille blanche. Alors, on a la chance d'être dans un métier où on est dans une profession réglementée. Donc, on a la compta, il y a la compta déjà. Donc, les clients vont venir nous voir juste déjà parce qu'on est expert comptable ou en tout cas un cabinet comptable. Donc, il y a cette chance-là. Mais en fait, quand on construit un pôle avec une expertise, il faut quand même se dire qu'est-ce que va être l'expertise et comment on va se différencier, qu'est-ce qu'on va apporter à nos clients qui a de la vraie valeur ajoutée par rapport aux autres. Donc, on est parti d'une feuille complètement blanche. Donc c'est pour ça que des fois c'est rigolo quand j'accompagne mes clients, parce que à notre humble niveau, hein, on a vécu un peu ce qu'ils ont vécu quand ils commencent à créer une start-up avec une idée, et comment on foisonne autour pour en créer un modèle économique, une entreprise, etc. Et nous on est passé par là. Alors c'est peut-être un peu plus simple qu'une entreprise qui fait de la R&D ou qui développe une nouvelle solution, un nouveau marché, mais quand même à notre petit niveau, on a tout dû imaginer. Et donc comment concrètement ça s'est fait ? Moi je me suis tout de suite rapproché d'une de mes collègues qui s'appelle Nolwenn, qui était consultante chez nous avec une casquette de marketing de l'innovation que j'ai intégrée dans la réflexion pour se dire voilà comment on peut accompagner nos clients. Donc aujourd'hui, pour la petite parenthèse, Nolwenn elle a co-créé, elle est directrice générale aujourd'hui de Life, qui est quand même une des plus belles startups,
on peut pas parler de start-up aujourd'hui, hein, ils sont cotés en bourse et voilà, qui est un des futurs leaders, je pense, mondiaux sur l'hydrogène, la production d'hydrogène. Donc voilà, c'est top. Et du coup, Nolwenn m'a aidé au tout début de l'offre innovation à imaginer comment on pouvait accompagner les clients innovants sur ces sujets-là, mais pas en se cantonnant juste. Moi, c'était le constat de départ, c'était de se dire, c'est bien, on sait faire du crédit d'impôt recherche. Et encore, on sait le faire parce qu'on est financier, mais on n'est pas technicien. Donc, il y a une partie du crédit d'impôt sur lequel on ne peut pas vraiment accompagner nos clients. Et en fait, on se rend compte que 80% des entreprises innovantes, alors peut-être pas, j'ai pas de stats officielles, mais la majeure partie, en fait, leur sujet, il est pas sur ça. Il est sur 80% de nos clients ne sont pas éligibles, nous, au crédit d'impôt. Donc finalement, on pouvait pas dire que la porte d'entrée d'aller chercher des entreprises innovantes était la fiscalité. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai intégré Nolwenn en disant, voilà, comment on peut aider à mieux accompagner nos futurs clients innovants, ou en tout cas ceux qu'on avait déjà à l'époque. Et donc, on a commencé à structurer une offre ou en tout cas du conseil, en disant voilà, quels sont leurs besoins. Donc ça va être besoin de modèles économiques, le besoin de trouver le marché, le besoin de trouver des financements. Donc là, on a commencé à structurer tout un accompagnement, notamment à la création, de dire voilà, on va vous aider à partir de la feuille blanche et faire en sorte que votre entreprise soit une entreprise pérenne. Et donc d'imaginer avec vous la stratégie de développement de l'entreprise, le modèle économique, la stratégie d'embauche, la vision, le prévisionnel bien entendu, et donc la stratégie de financement qui découle de tout ça. Donc Nolwenn, c'était ça qui était super, c'est que vu qu'elle était consultante, elle avait tout un tas d'outils d'animation et de créativité qui aidaient les clients à mieux réfléchir à ça. Donc très vite, on a mis ça en place en se disant, bah, voilà, on va accompagner nos clients à la création sur ça, parce que leur vrai besoin, en fait, il est là, il est de trouver les premiers clients et de sortir leurs produits et de faire du business. Il n'est pas forcément d'obtenir un crédit d'impôt recherche, bien sûr. même si ça fait partie du job de savoir ça. Donc voilà comment on est parti de ça, sauf qu'on s'est très vite confronté aux peu de moyens des entreprises innovantes. Donc en fait, on avait un super accompagnement, hyper complet, mais presque surcalibré, en tout cas non vendable. Parce qu'en fait, les clients n'avaient pas les moyens de payer un consultant, un expert comptable pour les aider à challenger leur modèle économique, à animer des séances de créativité, etc. Surtout que c'était les débuts des incubateurs, la chambre de commerce, les incubateurs, les différents pôles de compétitivité, etc. qui accompagnaient sur ces sujets-là et quasi gratuitement, en fait, en tout cas avec leur modèle économique qui est propre. Donc on se retrouvait confrontés aux concurrents, à nos potentiels partenaires. Et puis surtout, on n'arrivait pas à le vendre. Enfin, voilà. Donc c'était voilà comment on a démarré en fait. Ça marche. Et alors du coup, les premiers clients, ils arrivent comment en tout cas ceux qui arrivent après à la création de ce pôle innovation. Parce que j'imagine qu'il y a peut-être des clients existants chez TGS qui sont arrivés dans le pôle innovation, de par le fait qu'ils étaient déjà entre guillemets innovants. Mais C'est ça. Alors il y a eu la grande utopie effectivement de se dire bah tiens, on va monter un pôle innovation, donc on va aller voir tous les collègues ou les copains, en disant bah tiens, dès que vous avez une entreprise innovante, soit dans votre portefeuille, soit dans vos prospects, bah vous nous l'envoyez. Alors, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas parce qu'en fait les collaborateurs, et je le comprends, hein, sont attachés à leurs clients. Donc en fait, ils veulent pas s'en séparer, c'est normal. Donc en fait, ils ont beaucoup de mal, surtout au début quand on doit gagner en légitimité. T'as toujours la crainte de dire tiens, je vais t'envoyer un client, mais est-ce que tu vas bien l'accompagner, voilà, aujourd'hui t'es pas forcément légitime sur ton truc, tu commences. Les prospects, bah on veut se les garder parce que nous on veut que notre bureau grossisse, etc. Donc en fait, il a fallu se faire soi-même parce que c'est normal, en fait, c'est humain, hein. Les gens sont très attachés à leurs clients ou en tout cas à leurs partenaires, entourage, etc. Donc en fait, ils vont pas nous recommander, et surtout quand on est en train d'essayer de gagner en légitimité. Donc en fait, ça n'a pas marché comme ça. Donc comment les premiers clients sont venus? C'est à force de faire du réseau, de 1 an, 2 ans, 3 ans de réseau, de commencer à se faire identifier auprès de certains partenaires, de commencer à avoir des partenaires officiels, de commencer à se faire référencer auprès des banques qui commençaient aussi à créer leur pôle innovation en même temps que nous. Donc ça c'est top, on a pu tisser des liens assez forts avec les référents innovation des banques parce qu'ils ont démarré en même temps que nous, donc on s'est aidés en fait, parce qu'eux ils avaient besoin de se faire connaître, et nous aussi. Donc il y a eu ça, il y a eu à force de faire des cocktails où tu vas tout seul et que tu connais personne, après tu vas à l'événement et puis tu repères une personne que tu connais, et puis la fois d'après une deuxième, une troisième, et puis petit à petit ça se fait comme ça. Donc là tu commences à avoir tes premiers clients qui te recommandent. Enfin, on est dans un métier où là je pense qu'on n'apprend rien à personne, on est beaucoup recommandé par nos propres clients, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc voilà, c'est sûr que les tout premiers clients, ça a mis du temps, et puis c'était quand on avait un client par mois, t'étais content, un client tous les 15 jours, t'étais content, et puis aujourd'hui on a un rythme beaucoup plus soutenu, mais voilà, fallait se faire connaître, gagner en légitimité, avoir nos premières références. C'est un écosystème
l'innovation où tout le monde se connaît. Donc, voilà, quand les gens sont satisfaits, ils en parlent. Quand les gens te recommandent, les gens ont confiance. Donc, il faut petit à petit se faire connaître et puis se faire identifier et puis gagner en légitimité. Ok. Et aujourd'hui, pour avoir un ordre d'idée, tu accompagnes combien de clients aujourd'hui sur le pôle innovation? Alors, aujourd'hui, en fait, on a créé le pôle innovation à Nantes au Oui. départ. Donc, quand j'ai créé le truc avec Nolwenn, on allait voir le comité opérationnel qui nous a dit, un peu comme un réseau de franchise, créer d'abord sur Nantes, on voit si ça fonctionne, D'accord. et ensuite on duplique. Donc là, aujourd'hui, sur Nantes, qui est le pôle historique, aujourd'hui, on est en train de mettre en place des pôles un peu partout en France. On est à entre 350 et 400 clients D'accord. qu'on accompagne au quotidien. Donc, sans parler ceux qui ont fonctionné, ceux qui sont partis parce qu'ils ont vendu ou parce qu'ils ont malheureusement liquidé, etc. Donc, je sais pas, on a accompagné, je pense, entre 5 et 600 clients depuis le début du pôle nantais. Et là, en ce moment, on accompagne entre 350 et 400 clients Ok. au quotidien. Ça marche. Et il y a combien de personnes dans le pôle innovation? Et là, on est une quinzaine depuis le septembre. Là, on est une quinzaine de personnes Ça marche. dédiées à l'innovation. Alors qu'en compta, plus, on n'est pas loin de 20 personnes si on compte les gens en paye qui nous sont dédiés. D'accord. Voilà. Et puis, on est entre 15 et 20, suivant ce qu'on compte, si on compte que les comptables ou aussi les personnes en paye. D'accord. Et tu es le seul expert comptable en tout cas sur Nantes? Ouais. Aujourd'hui, je suis seul expert comptable sur Nantes sur ce sujet. Dans le groupe, on a d'autres référents, experts comptables, mais j'ai Romain dans mon équipe qui est expert comptable mémorialiste en fin d'année. J'ai Alexandre qui est expert comptable stagiaire. Donc voilà, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui prendra le relais avec moi sur la croissance du bureau. Mais aujourd'hui, je suis le seul expert comptable du bureau de Nantes. Ouais. Ça marche, trop bien. Je voudrais aller plutôt sur TGS au sens global. Est-ce que tu saurais nous décrire le groupe TGS France aujourd'hui Ouais. globalement? Je vais essayer de le décrire, le groupe. C'est un groupe on a fêté les 50 ans il y a peut-être 5 ans maintenant, donc on doit être pas loin de 55 ans, je pense, qui a été créé à Angers, groupe d'expertise comptable à la base, qui doit représenter aujourd'hui entre 60 et 70% peut-être de notre chiffre d'affaires. Mais ça a été un groupe, donc c'est le 12e de mémoire dans les classements cabinet d'expertise comptable français. Mais c'est un groupe qui a été assez, et c'est pas parce que j'y suis que je dis ça, c'est sincère, c'est que c'est un groupe qui a été assez visionnaire assez tôt sur le métier, et notamment sur le fait de travailler en intermétier. Et donc très vite, je pense que ça a été un des premiers d'ailleurs en France, après il y a peut-être des indépendants ou quoi, mais en tout cas de cette taille-là, à avoir très vite eu un cabinet d'avocats qui aujourd'hui se développe hyper bien chez nous. C'est des vraies expertises et commence à être un cabinet assez reconnu, enfin pas commence mais est devenu un cabinet assez reconnu au niveau national sur pas mal d'expertises, donc aujourd'hui qui représente quand même une part significative de notre activité. Donc voilà, le groupe TGS, moi, si je devais le décrire en quelques mots, c'est un groupe à la base d'expertise comptable, mais aujourd'hui c'est un groupe de conseil au sens large, avec l'expertise comptable qui est bien entendu le cœur du métier historique, mais aujourd'hui l'idée c'est de pouvoir accompagner nos clients à 360 sur leurs problématiques pro. Donc on a des expertises financières, on a des expertises juridiques, on a des expertises stratégie, conseil RH, etc. Puis après, on a des métiers connexes, type gestion de patrimoine, informatique et tout un tas de choses qui peuvent permettre. En fait, l'idée, c'est pas de glisser TGS à chaque fois que le client en a besoin, mais plutôt de pouvoir le sécuriser sur différentes problématiques de son parcours d'entrepreneur. Donc, la comptable, juridique, le social, la stratégie, ça peut être jusqu'à la transmission. Voilà. Donc voilà, le groupe TGS en soi, c'est vraiment devenu un groupe vraiment intermétier, c'est-à-dire qu'on commence à travailler de plus en plus entre les métiers et pas en silo, les comptables d'un côté, les avocats d'un côté, les consultants d'un autre, mais plutôt de travailler sur des pôles. Et le pôle innovation en est un exemple. C'est l'idée, c'est vraiment de faire matcher les expertises pour travailler sur des problématiques clients plus que sur un métier qui est la compta ou le juridique. Au final, le pôle innovation est innovant du coup en C'est soi pour implémenter cette partie intermétier. C'est ça. Sur des secteurs plus traditionnels de tout type de PME ou TPE. Exactement. On a été dans le groupe dans les premiers avec on a aussi un autre pôle qui s'appelle économie sociale et secteur public et voilà, on a été les deux premiers pôles à vraiment construire des accompagnements clients intermétiers et pas se cantonner à notre métier de base qui est l'expertise comptable ou le juridique suivant le porteur du pôle. Mais voilà, et donc on a été dans les premiers à faire ça et donc j'espère qu'on nourrit de manière un peu indirect les futurs porteurs de projets de ce qu'on a réussi à faire, de ce qu'on n'a pas réussi à faire, de ce qu'on est en train de faire, parce qu'on continue à faire plein de choses. C'est quoi la culture chez TGS France ?
La culture chez TGS France. Alors, ça peut paraître des fois bateau, mais vraiment, et ça se ressent, je pense, on est 70 associés, mais ça se ressent avec les équipes, ça se ressent dans les bureaux. Il y a la convivialité qui est une des cultures fortes du groupe, et c'est ce qui m'a plu, moi, d'ailleurs, quand on m'a proposé de continuer l'aventure et surtout d'être associé. C'est vraiment le côté convivial et pas prise de tête. C'est-à-dire, on est des sachants, on a une expertise, on s'aventure pas sur des sujets qui sont pas celles de notre expertise, on s'appuie sur nos collègues pour ça, ou sur des partenaires ou des gens qu'on connaît, mais on essaie de le faire avec une forme d'humilité et puis tout en convivialité. C'est vraiment un truc qui est assez fort dans le groupe, sincèrement, et puis on est vraiment des experts, c'est-à-dire qu'on a des experts sur différents sujets et on s'adosse vraiment sur des gens pointus, donc l'expertise est vraiment dans l'image du groupe. Voilà, convivialité. Et puis l'esprit d'équipe, je pense qu'on peut parler d'esprit d'équipe parce que travailler avec des gens qui ont des cultures différentes et des expertises et des manières de fonctionner différentes, c'est pas forcément simple. Des avocats, des experts comptables, des consultants, je peux te dire que c'est pas des gens qui sont à la base faits pour fonctionner de manière simple ensemble. Donc il faut y mettre du sien, il faut avoir envie de bosser ensemble. La convivialité est un des facteurs qui fait que ça fonctionne. Et l'esprit d'équipe, quoi, l'esprit de vouloir travailler ensemble et d'aider vraiment le client. Et le client fait partie de l'équipe. Et voilà, je pense que c'est, toute honnêteté, c'est-à-dire que c'est pas des phrases bateau. Je pense que c'est des choses qui transpirent chez TGS. Trop bien. Quand tu as commencé donc chez TGS en alternance, est-ce que tu te voyais tout de suite, tout de suite, tu t'imaginais déjà devenir associé à un moment donné du cabinet? Alors, une chose est sûre, c'est que quand je me suis embarqué dans ce diplôme, quitte à aller au bout, quitte à s'embarquer dans ce diplôme, c'est d'aller au bout. C'était d'être diplômé. Moi, je voyais pas m'arrêter au master parce que je trouvais que le master était tellement dur à avoir que quitte à le faire, parce que c'est quand même le DSCG, pas un diplôme facile, quitte à l'avoir, autant aller ensuite jusqu'au bout. Donc, ce qui est sûr, c'est que je voulais être diplômé et je voulais être entrepreneur. Alors, est-ce que l'expert comptable associé dans un groupe comme TGS est entrepreneur? C'est un vaste débat. Forcément, c'est pas le risque est plus limité que le risque que prennent certains de nos clients. Donc, je mesure le sujet, mais c'est quand même de participer à des décisions, à la vision, à la stratégie, développer un nouveau pôle comme j'ai eu la chance de faire. Ça permet aussi d'avoir une vision d'entrepreneur. Donc, dire que je associé, oui. Je pense qu'Anthony, qui m'a recruté à l'époque, te le dirait, c'est que très vite, j'ai fait comprendre que voilà, si je partais dans l'aventure et si je continuais, c'était pour aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, pour moi, c'était l'association. Je voyais les choses comme ça. Après, si ça avait été TGS ou un autre, ça aurait pu être un autre. Mais les valeurs du groupe, ce que m'a permis de faire le groupe et puis de me donner la liberté de monter mon pôle, j'avais aucune raison d'aller ailleurs. Donc voilà, après, dès l'alternance, j'aurais pas prétention de dire que j'envisageais d'être associé chez TGS. En tout cas, dans mon diplôme, j'envisageais un jour d'être associé, que ce soit indépendamment, que ce soit dans une autre structure ou que ce soit chez TGS. Mais très vite, là où j'étais au bon endroit pour le faire. Là, je rebondis, parce que tu as parlé un peu d'être entrepreneur. Tu n'as jamais pensé à passer de l'autre côté de la barrière et à créer ta propre boîte, alors que ce n'est pas forcément un cabinet expertise, mais autre chose? Si, des dizaines de fois. Et c'est quelque chose qui anime tout le temps, en fait. Forcément, je pense qu'on est tous passés à un moment donné, on a tous eu en tête en se disant, tiens, je monte un nouveau pôle, pourquoi je le ferais pas moi-même, plutôt que de le faire avec TGS. J'ai très vite balayé cette idée-là, parce que le groupe dans lequel je suis, c'était le meilleur endroit pour le faire. C'est sécurisant, sa liberté est là, et puis toutes les valeurs dont on a parlé, ou l'image en tout cas que véhicule le groupe, me convenaient très bien. Donc, entreprendre pour monter un cabinet comptable, j'ai assez vite balayé ce genre de choses, parce que ça ne me correspondait pas et que j'étais très bien là où j'étais. Par contre, entreprendre, effectivement, pour monter un projet, surtout dans l'innovation dans laquelle je suis, où on a plein de clients qui ont des propositions, de se dire, tiens, on peut faire un truc ensemble, est-ce que ça te dit de me rejoindre, est-ce que ça te dit d'entreprendre avec moi? On en a régulièrement, un peu moins maintenant que je suis associé dans le groupe, ils savent que je suis bien où je suis, mais en tout cas, les propositions n'ont pas manqué et l'envie de le faire n'a pas manqué avec des amis, pareil. Mais en fait, quand ton quotidien, c'est d'accompagner les entrepreneurs et de voir que la face cachée, c'est pas si rose que ça, et que mine de rien, on a un quotidien, nous, qui est
des fois un peu plus simples, et on vit l'entrepreneuriat à travers eux. Bon, le fait d'accompagner, d'être vraiment au cœur de leur activité, de les accompagner vraiment au-delà de la partie comptable, et que ce soit dans leur stratégie, dans leur vision, etc. J'ai l'impression d'entreprendre avec chacun de nos clients et de vivre le truc de manière assez intense aussi, avec le moins de risques. Donc en fait, je pense que j'ai trouvé mon petit compromis comme ça. Après, oui, forcément, ça trotte dans la tête. Je dis pas qu'un jour ce sera enfin, j'ai 34 ans, donc peut-être qu'un jour j'entreprendrai tout seul, mais en tout cas pas pour faire de la compta. La compta, là, je la fais dans le meilleur endroit pour moi, je pense. Après, des opportunités peut-être, mais non, c'est quand même un métier. Enfin, entreprendre, c'est quand même partir de zéro et d'y aller, mettre son argent perso et enfin, c'est quand même, on le voit, hein, c'est pas, on parle des succès story, mais à côté de ça, tous ceux qui galèrent, qui galèrent autant sur la vie perso, sur la vie pro, la charge mentale, etc. C'est pas si simple, donc voilà. J'entreprends à travers mes clients aujourd'hui, mais oui, ce serait faux de te dire que j'ai pas eu cette idée-là plein de fois. Ça marche. Est-ce que, alors au-delà on va dire de l'innovation au sens large, est-ce que tu as un secteur d'activité que tu affectionnes plus particulièrement que d'autres? Oui, bah, l'innovation, c'est très large. Nous, on accompagne aussi bien des labos de recherche que de l'objet connecté, que de la machine agricole ou que des sites e-commerce. Donc, c'est assez large. Après, ce qui anime le plus en ce moment, c'est tous les projets avec des dimensions RSE, sociétales, environnementales, sociales. Et c'est passionnant de voir à quel point des gens peuvent entreprendre à ce point-là et mettre toute leur énergie pour essayer de changer à leur manière un petit peu le monde. Et forcément, ces sujets-là sont un peu plus passionnants, mais ça va aussi bien d'un projet comme Life sur l'hydrogène à des projets dans la santé, détection du cancer du sein, par exemple. On a une cliente là-dedans. Enfin, c'est passionnant en fait de voir à quel point on a des personnes qui, à leur niveau, veulent changer le monde. Et donc, voilà, essayer de contribuer à ça à notre humble niveau, c'est top. Donc, voilà, c'est ce qui m'anime un peu plus. Après, j'ai la chance d'être dans l'innovation, donc du coup, le secteur est déjà ultra large et passionnant. Donc tous les sujets sont passionnants. On a des choses qui sont même très drôles, d'autres qui sont un peu plus sérieuses, d'autres qui sont un peu plus opportunistes. Voilà, et donc, mais c'est passionnant à chaque fois. Ok. Est-ce que tu as un client qui t'a particulièrement marqué tout au long de ta carrière, que ce soit dans l'innovation ou avant, mais où tu voudrais voilà, une anecdote que tu voudrais partager sur un client Alors on en a plein. On n'avait pas préparé l'échange, donc du coup j'ai pas. En fait, je vais te donner un exemple du client à qui j'étais ce matin, qui est Germain, je pense que je peux le citer, il n'y a pas de souci, qui a créé une agence de communication, qui est pas une start-up, qui est presque une scale-up, tellement il va vite, spécialisé dans le monde du sport, et ça me passionne à quel point on a vécu les mêmes étapes, mais à notre humble niveau encore. C'est-à-dire qu'on a commencé tous les deux au même moment, quasiment, avec ses problématiques, lui, au début, où ils étaient une dizaine. Il a créé un site au début, Internet. Enfin, il était tout seul même, un site Internet qui s'est fait connaître dans le monde du sport. Il a commencé à se faire approcher par les marques et il a créé une agence de communication. Et aujourd'hui, il a une quarantaine de salariés, il a une trentaine d'années, et tout ça en 5 ans. Il a quadruplé son chiffre d'affaires cette année. Enfin, et j'étais encore ce matin 2-3 heures avec lui, et de voir à quel point il a une vision encore à 5 ans, et des nouvelles idées tout le temps, et à quel point il est... en fait, il se contente jamais de ce qu'il a, mais pas de manière négative. C'est-à-dire que c'est top ce qu'il a réussi à faire. Sa boîte marche très bien, elle est très rentable, il embauche, etc. Mais il réinvestit tout. Lui, il n'est pas là pour gagner de l'argent à titre personnel. Peut-être, il sait pourquoi il le fait et ce sera sûrement à terme. Mais c'est surtout de voir à quel point il a toujours le coup d'avance, il avance, etc. Donc, c'est pas la boîte la plus innovante qu'on ait vue, parce que finalement, c'est de la communication du sport. Après, c'est sa vitesse qui fait que nous, on l'accompagne plus que son innovation pure, même s'il a aujourd'hui il a plein d'idées d'innovation d'ailleurs dans son domaine. Mais c'est à quel point il a créé en fait un écosystème autour du sport, et il a réussi à graviter autour de tout ça pour en faire un groupe aujourd'hui assez reconnu dans ce monde-là. Et c'est passionnant. Et en fait, je suis sûr que c'est le début de l'aventure avec lui. On l'accompagne depuis peut-être 3 ans, 4 ans maintenant. J'ai la chance qu'il m'ait proposé de rentrer dans son
Codir, donc c'est top. Je participe avec lui aussi à cette réflexion sur la vision et voilà, et à quel point il a cette longueur d'avance. Mais à côté de ça, on a aussi des clients qui font de la R&D pour changer le monde de la santé, d'autres pour changer l'hydrogène, d'autres pour produire, je sais pas, des choses qui permettent à des gens de porter des charges lourdes plus facilement. Enfin bref, on a tout un tas de données, donc des histoires, on en a des multiples. Et c'est tout le temps passionnant de vivre ça au travers du dirigeant. Et de voir, et moi ce qui me passionne le plus dans l'entrepreneur, c'est sa capacité de résilience, et encore plus je pense dans l'innovation où les temps sont plus longs, de R&D, d'entrer sur le marché, de réussir à convaincre des clients à acheter sa solution alors que le marché n'existe pas, donc pourquoi il achèterait quelque chose pour lequel il a jamais perçu le besoin. Donc des fois c'est aussi de montrer qu'il en a le besoin. Donc c'est de voir la capacité de résilience quand on avait prévu dans le BP de vendre au bout d'un an et qu'au bout de 3 ans on commence à avoir ses premiers clients et voilà, pendant 2 ans ça se rémunère pas, ou en tout cas il faut aller chercher des financements, convaincre les investisseurs de remettre au pot. Enfin, la capacité de résilience elle est passionnante et c'est ce que j'adore. Après des exemples là-dessus je pourrais en parler des heures, on en a des dizaines et des dizaines. J'imagine. Trop bien. Comment est-ce que tu expliquerais ton métier à un enfant de 5 ans? Mon fils, quoi. Par exemple. C'est marrant, tiens, tu vois. Week-end dernier, j'ai demandé à mon fils si. Alors, il a 7 ans, il n'a pas 5 ans. Qu'est-ce qu'il fait, papa, comme travail? Tiens, parce que, en fait, il voit plein de choses et de pas être souvent là, d'ailleurs, des fois. Mais, et du coup, lui demander qu'est-ce qu'il fait, papa. Et pour lui, papa fait gagner de l'argent aux gens. Donc, je suis pas sûr que ce soit ça mon job, de faire gagner de l'argent aux gens. Comment expliquer ça à un enfant de 5 ans? Je lui dirais qu'on aide à trouver de l'argent pour les gens qui veulent changer le monde, peut-être, tu vois. Parce que moi, je suis sur l'innovation et que forcément, c'est un peu plus ces sujets-là. Peut-être que ce serait différent sur d'autres experts comptables. Mais voilà, d'aider, nous, notre différence, c'est d'accompagner la stratégie de financement d'un projet d'innovation. C'est notre valeur ajoutée. Et donc, ce serait d'expliquer à un gamin que l'idée, c'est de pouvoir trouver de l'argent, plus que faire gagner de l'argent. Trouver de l'argent à quelqu'un qui veut peut-être changer le monde. Très bien. J'aime bien la réponse. C'est beau ? Ouais. De toute façon, on voit bien que s'il y a un truc que j'ai bien compris, c'est que tu fais bien plus que de la compta et c'est beaucoup plus large que ça. C'est ça. C'est ça. Et parce que la toute première question, c'était pourquoi la compta. Enfin, je sais plus si c'était la première ou dans les débuts. En tout cas, c'était parce que j'ai rêvé d'être expert comptable ou comptable. En tout cas, non. Et au point que c'est une force d'être comptable ou expert comptable pour accompagner les clients parce qu'on a une culture générale sur plein de choses, on sait la culture de nos clients, on peut apporter plein de conseils, mais ce qui est hyper intéressant, c'est d'aller bien au-delà de tout ça et vraiment d'aider nos clients au quotidien et pas se cantonner à notre seul rôle de faire des déclarations de TVA et faire un bilan comptable. Ça fait partie du job, mais vraiment de les aider au quotidien sur leur vision, leur stratégie. Donc ouais, on se cantonne pas au seul rôle de comptable. C'est bien. Est-ce que tu es actif sur les réseaux sociaux? Alors, fut un temps. Oui, alors oui et non. Twitter et LinkedIn déjà. J'ai plus Facebook, j'ai fait Instagram. J'y suis, mais j'ai rien compris. Enfin, j'arrive pas à m'y mettre plus que ça. Donc j'y vais pour regarder les choses de nos clients et tout. Mais oui, Twitter et LinkedIn. Alors, fut un temps, je pensais à chaque fois tweeter quand je suis sur un événement, à poster des posts LinkedIn quand je vais ou quand je fais un recap de l'événement ou dire voilà, j'y suis. Et ça m'a d'ailleurs beaucoup servi quand il y a un moment donné, il fallait faire du réseau, se faire connaître, se faire identifier et que on n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Donc les réseaux sociaux pour ça étaient vraiment, vraiment top. De montrer qu'on était vraiment présent et qu'on participait aux événements de nos clients, etc. Mais je t'avoue que faut que je m'y remette en fait parce que je prends plus le temps. J'ai plus le temps, moi je pars du principe que c'est juste qu'on prend plus le temps, mais je prends plus le temps de le faire. Mine de rien, un post LinkedIn, si on veut qu'il soit bien fait, c'est long. C'est vrai. Twitter, j'ai plus le réflexe. Et j'ai l'impression que c'est moins utilisé qu'à une époque, en tout cas dans notre écosystème. À un moment donné, l'écosystème innovation, on se mettait sur Twitter et tout le monde mettait qu'il était à l'événement. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus trop le cas, mais peut-être que je me trompe. LinkedIn surtout, mais il faut que je m'y remette. Ok. Mais c'est top. Toi, tu penses qu'il faut y être sur les réseaux? J'en suis convaincu, moi. En tout cas, sur les réseaux de ce type-là, et en plus encore plus sur notre typologie de clients où ils y sont, en fait. C'est comme ça qu'on se fait reconnaître. Moi, j'aime bien mettre en avant les succès de nos clients, les success stories, les levées de fonds, les prix qu'ils gagnent, les choses comme ça. Donc, ça permet... en fait, l'idée, c'est pas forcément de se mettre en avant nous, mais de mettre en avant nos clients
parce que c'est eux qui comptent déjà, et puis c'est comme ça en fait que tu gagnes en légitimité, que les gens veulent travailler avec toi parce que tu accompagnes telle personne et qui te remercie quand il t'accompagne, quand tu l'accompagnes, et c'est top. Nos clients, ce qui est génial dans les réseaux, c'est qu'ils nous mettent beaucoup en avant en fait quand on les accompagne sur une levée de fonds, quand on les accompagne sur un prix, sur un premier financement, sur leur première vente. Voilà, ça arrive souvent qu'ils nous remercient de les avoir accompagnés dans leur parcours, donc c'est hyper gratifiant, et c'est comme ça qu'on se fait reconnaître sur notre sujet et que les gens ont envie de travailler avec nous parce qu'ils savent qu'on a bien accompagné leurs petits copains, quoi. Donc oui, pour moi c'est indéniable, faut y être. Très bien. Est-ce que, alors, à côté de l'innovation, bien sûr, tu as des passions ou hobbies sous ton temps perso? Ou tu passes ton temps Non, à aider tes clients? non, non. Enfin, oui, j'aime bien être avec mes clients, mais aussi dans des moments de convivialité d'ailleurs. Ça, je sais pas si c'est une passion, la convivialité, mais en tout cas, c'est un truc qui est important pour moi, de passer des bons moments, que ce soit avec nos clients, les amis ou la famille, mais dans des moments qui soient pas en tout cas avec les clients où on parle de boulot. C'est aussi important de pouvoir les connaître des fois dans leur vie, dans des moments un peu plus conviviaux, etc. pour voilà, tisser des liens un peu plus forts. Et moi, ça me paraît important parce que je trouve que c'est ce qui est le plus sympa dans la vie aussi, c'est de rencontrer des gens et de les connaître sur autre chose que juste le fait qu'on travaille avec eux professionnellement. Mais après, en tant que hobby, c'est un bien grand mot, mais moi j'adore la musique, donc beaucoup de concerts, beaucoup de vinyles. Je suis pas dans la mode des vinyles depuis que c'est redevenu à la mode depuis 5 ans. J'ai ma platine vinyle depuis maintenant plusieurs années, donc j'ai pas suivi la mode. J'y étais, j'y étais. Je dirais pas que j'ai fait la mode, mais j'y étais. Non, j'aime beaucoup les vinyles et j'en achète souvent, la musique. Et puis j'aime bien le sport. J'en fais pas assez moi, donc j'essaie de m'y remettre. Mais surtout le foot, le sport. Avec notre équipe, enfin avec l'équipe, on va faire du padel une fois par semaine. On a essayé de se remettre au foot. Voilà. Pour moi, le sport, c'est déjà une source de rencontre forte. C'est bon pour la santé, ça, je pense que tout le monde le sait. Et puis, c'est surtout, ça fait encore une fois partie de la convivialité, donc d'instaurer du sport avec nos clients, d'instaurer du sport avec nos potes, d'instaurer du sport avec l'équipe. En fait, c'est des moments un peu sympas. Tout le monde aime ça. Donc, je dirais hobby, ouais, sport et puis musique à fond, ouais. Top. Trop bien. Est-ce que tu as une actualité à partager sur toi ou sur TGS France? Une actualité, mais le podcast sera peut-être sorti après l'actualité, mais on organise là, et je pense qu'on va le reproduire chaque année, mais en tout cas, on organise, au point qu'on aime le sport et on aime les clients, c'est qu'on organise avec les organisateurs du Startup Golf Cup, on organise la Startup Foot Cup. Donc on va même, nous, organiser un petit tournoi de foot inter-startup sur Nantes, pour déjà avoir un moment sympa, sport, convivial. On a même un de nos clients qui est un ancien footballeur professionnel qui va venir témoigner de son parcours, tu vois, un peu comme là je fais. Lui encore plus passionnant, un parcours d'ancien footballeur pro, d'entrepreneur maintenant. Donc ça va être plutôt chouette. Donc voilà, un petit sujet d'actu que je peux dire. J'en ai pas d'autres en tête. Les sujets d'actualité, il y en a plusieurs, mais en tout cas celui qui me vient tout de suite. Déjà très bien. Ouais. C'est le 8 décembre, c'est ça? C'est le 8 décembre. Non, je crois que l'épisode sera déjà sorti. Et du coup, ça sera pour l'année prochaine. Ça sera pour l'année prochaine. Ça marche. Alors maintenant, j'aimerais parler d'un sujet qui nous tient à cœur chez Lamaconta. C'est la marque employeur. Qu'est-ce que tu fais toi au quotidien, ou du moins TGS France, pour attirer des collaborateurs? Moi, c'est marrant que t'en parles, c'est marrant, c'est normal, c'est votre sujet de prédilection, mais tu vois, moi, quand j'ai présenté dès le début le pôle innovation comme projet auprès des associés, donc il y a 6-7 ans au comité opérationnel, j'avais même une slide sur la marque employeur, parce que pour moi, l'innovation, au-delà de la marque tout court, de l'image de marque que peut véhiculer d'accompagner des entreprises innovantes, pour moi, ça véhicule aussi une image de marque employeur en fait, auprès des en RH ou interne ou externe d'ailleurs, parce que moi je le vois, mes équipes adorent ce qu'elles font, parce que elles accompagnent, encore une fois, ça fait cliché, mais des gens qui veulent changer le monde en fait. Et quand tu discutes avec des entreprises innovantes, des entrepreneurs qui ont des entreprises innovantes, et ben c'est passionnant de les écouter intellectuellement, parce qu'on apprend plein de choses intéressantes, parce qu'ils veulent vraiment contribuer à tout un tas de choses pour changer le monde, et ça contribue clairement à la marque employeur. Donc, à mon humble niveau, encore une fois, moi je pense que déjà rien que d'avoir mis en place ce pôle innovation contribue pour le groupe, et on le sait, hein, d'ailleurs on en discute souvent avec mes associés, contribue à la marque employeur,
parce que ça permet de mettre en avant l'équipe, mettre en avant le type de client qu'on accompagne, mettre en avant le type d'accompagnement que l'on fait, les lieux dans lesquels on va, parce que tu es bien placé pour le savoir, mais il y a des incubateurs, des endroits assez dingues dans lesquels sont nos clients, qui sont magnifiques, qui sont sympas, qui sont dynamiques, dans lesquels il y a des événements, il y a tout un tas de choses intéressantes. Donc nous on y va et forcément c'est toujours hyper sympa quand tu sors du bureau et du cadre pour aller des fois dans des écosystèmes de ce type-là. Donc clairement, moi j'en suis persuadé, le pôle innovation contribue à la marque employeur de TGS France, vraiment, et on le voit, nous, c'est pas simple de recruter, vous êtes bien placé pour le savoir dans notre métier, mais je pense sincèrement que nous on y arrive un petit peu mieux parce que quand on raconte l'histoire de ce que l'on fait au quotidien pour nos clients, qu'on se limite pas juste à la compta, qu'on fait tout ce que je viens de t'expliquer, voilà, forcément l'histoire intéresse. Et tu vois, j'ai fait les entretiens individuels de nos collaborateurs, de mes équipes, en ce moment on est dedans. On a 2 ou 3 nouvelles recrues qui sont arrivées dans les 6 derniers mois là et qui ont dit la promesse qu'on nous a faite au début, elle est là en fait, elle est tenue. C'est-à-dire et c'est ce qui me convient, c'est-à-dire que souvent on promet plein de choses à un collaborateur, puis derrière en fait le quotidien, ça reste le quotidien de la compta. Là, je pense que ils sont hyper contents parce qu'ils se rendent compte que on est dans une équipe dynamique. On allie convivialité et puis professionnalisme. Nos clients, ils sont top. Ils ont des projets super et voilà, et ça leur permet. Et puis ils montent en compétences. Pour moi, ce qui contribue le plus à la marque employeur, c'est de faire monter les gens en compétences. Le groupe a mis en place tout un tas de sujets de formation déjà, donc c'est top. Et puis après, nous, dans notre équipe, le fait de discuter de blockchain, de NFT ou d'objets connectés avec des startups, mine de rien, intellectuellement, tu apprends plein de choses et je pense que ça contribue à leur satisfaction. Donc voilà ce que je pense avoir mis en place grâce au pôle innovation sur l'ensemble du groupe. Et après, moi, dans mon équipe, on organise beaucoup d'événements entre nous. On fait du padel une fois par semaine ensemble. Voilà, l'idée c'est de faire plein de petites choses qui font que ils sont contents de venir travailler. Et puis ils ont envie de faire venir leurs potes chez nous. Et puis on a des recrutements qu'on a fait ces derniers temps parce que on a un collaborateur qui a dit à son ami viens chez nous, tu vas voir, c'est top, tu vas t'y plaire. Et donc c'est la meilleure marque possible de satisfaction collaborateur, c'est quand ils recommandent le fait de venir dans notre équipe à d'autres copains à eux. Trop bien. Du coup, tu as un peu répondu à la question d'après qui était comment vous faites chez TGS pour fidéliser le collaborateur. Finalement, c'est tout ce que tu dis qui est mis en place et la promesse qui est respectée qui fait que finalement il reste. Exactement. Ça sur le pôle innovation et sur l'ensemble du groupe, il y a tout un tas. Il y a vraiment la grande force du groupe, c'est le programme de formation interne. C'est-à-dire de faire évoluer les gens sur le poste de manager, sur le poste de conseiller, sur le poste de même des assistants comptables, administratifs. On a des formations internes qui sont géniales et qui permettent de monter en compétences. Et ça, c'est une super marque de confiance auprès des collaborateurs et puis surtout les intéresser à venir chez nous et à bosser chez nous et à rester chez nous. Et puis après, tu as tous les événements du groupe, la participation à beaucoup d'événements sportifs, etc. Mais vraiment, je pense que ce qui contribue le plus à la marque employeur chez TGS, c'est le programme de formation. Ouais, et puis si je dis pas de bêtises, le groupe TGS, c'est un groupe qui croît aujourd'hui, en croissance, et vu la taille du groupe, il y a plein de perspectives d'évolution et d'opportunités qui se créent pour les personnes en interne. Exactement. Il y a beaucoup de... on est 1700 aujourd'hui, je sais plus, on était 1000 peut-être il y a quelques années, je sais plus à quelle vitesse on a agrandi, mais ça va vite entre la croissance organique et la croissance externe. Et donc oui, ça offre, par exemple, Alexandre, dans mon équipe, il travaillait au bureau d'Angers. Il avait envie de voir autre chose, déjà de partir d'Angers pour aller vers d'autres horizons. Il avait envie de voir une autre typologie de client, de voir une autre manière d'accompagner, etc. Et au moment où il a annoncé son départ, on lui a dit d'échanger avec nous parce que ça pouvait correspondre à ses envies. Et maintenant, il est dans l'équipe depuis 2 ans et il s'y plaît. Donc déjà, rien que moi, sur mon pôle, il y a un cas concret d'exemple, mais après, oui, des gens qui veulent partir dans une autre ville, des gens qui veulent partir sur d'autres métiers du groupe, qui veulent travailler au siège, qui veulent, on a même le réseau international, et à terme, peut-être qu'on aura même l'opportunité de partir travailler à Milan, à New York, etc. Trop bien. Est-ce que tu recrutes en ce moment ? Alors, moi, je pars du principe qu'on doit toujours être en phase de recrutement. Sur nous, on a un pôle en croissance, donc du coup, on cherche toujours à recruter des nouveaux talents.
oui, on recrute parce qu'on ne veut pas passer à côté de talent. Mais après, là, nous, on est passé, on est une quinzaine aujourd'hui dans l'équipe comptable. On était encore 7-8 il y a 1 an et demi. Donc, on a déjà bien évolué. Il faut aussi permettre à chacun de trouver sa place, bien structuré, etc. Donc, on n'a pas de recrutement officiel, mais on est toujours en veille de trouver des nouveaux talents parce qu'ils auront leur place dans l'équipe et qu'on a plein de projets. Donc, de toute façon, on les trouvera. Voilà. Tous les cabinets comptables doivent recruter de manière permanente. Donc, il faut postuler. Exactement. Tu recrutes au sein du pôle innovation des stagiaires et alternants ? Oui. Ah bah oui, clairement. Ton profil ? Ouais. Ah bah clairement. Pour moi, c'est la première manière de sourcer des candidats, c'est l'alternance, de les aider, de les former. Et donc nous, c'est super. Là, on a 3 alternants en ce moment, et c'est les anciens alternants qui sont devenus en CDI qui les prennent sous leur aile pour les aider parce qu'ils savent ce qui leur a manqué, ce dont ils avaient besoin, et puis ça leur permet eux de commencer. C'est pas une forme de management, mais c'est en tout cas de permettre. Ils commencent à manager, à former, à accompagner. Et à être responsabilisé. Donc c'est top, on a trouvé ce système-là dans l'équipe et ça marche plutôt bien. Donc oui, des alternants, des stagiaires, on en cherche. De toute façon, pour le recrutement, c'est la meilleure chose à faire je pense en tout cas, de commencer par le stage, l'alternance, l'un ou l'autre, et ensuite de recruter et d'enclencher entre guillemets ce qu'on appelle une boucle vertueuse en fait pour la marque employeur, c'est pas mal et ça évite en tout cas ça diminue les problématiques de recrutement. Exactement. Trop bien. Alors j'ai une dernière question. Si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu et pourquoi ? C'est marrant comme question ça. Eh bien, alors tu veux que je te donne le numéro ? Je me souviens quand même du plan comptable, même si je fais plus au quotidien trop de compta. Heureusement, j'ai des super équipes pour ça, mais je mettrais le compte 6256 de mémoire, mission réception, pour l'aspect convivialité. Et pour moi, c'est la première manière de soit fidéliser, soit donner envie de bosser avec quelqu'un. C'est ce que je dis souvent à nos prospects, c'est que pour avoir envie de travailler ensemble, faut que ce soit commun déjà. C'est pas que lui qui a envie de travailler avec nous et que nous qui avons envie de travailler avec lui. Et donc la meilleure manière de le faire, c'est de se voir. Donc ça peut être autour d'un café, d'une bière ou d'un déj ou d'un rendez-vous. Et je dis ce compte-là parce que c'est franchement... Je sais pas si c'est dans les 3/4 du temps, mais très souvent, je vois mes clients dans les cafés. Alors, on a des super bureaux qui sont un peu atypiques, qui permettent quand même de sortir un peu du cadre de l'un en face de l'autre. Et ça reste des bureaux quand même. Et c'est chez toi, donc le client vient chez toi. Et donc, du coup, ça peut créer des fois une petite barrière. Alors, on sait faire pour pas que ça crée cette barrière-là. Mais je trouve que le fait de se rencontrer, j'ai même fait des recrutements, tu vois, par la partie RH, dans des cafés, parce que je trouve que ça casse le truc. Ça permet de détendre l'atmosphère et puis de se rencontrer dans un cadre un peu plus sympa. Donc je dirais ce compte-là au niveau compte comptable, parce que ça m'arrive hyper souvent de recevoir nos clients, prospects, partenaires, n'importe, dans des cafés, des bars, des restos, n'importe. Trop bien, je valide cette réponse, elle est parfaite. Merci Alexandre. Merci de m'avoir reçu ici dans les bureaux et puis merci pour l'interview. C'était top. C'était chouette. Merci à toi. Salut Alexandre. À toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à nous mettre une bonne note. Ça nous fera super plaisir. Si vous recherchez un poste en cabinet d'expertise comptable, go sur lamaconta.co pour voir les dernières offres d'emploi. Pour finir, si vous avez des besoins sur la marque employeur et le recrutement, toute l'équipe de Lamaconta se tient à votre disposition pour vous accompagner. Je suis Jason Foisson et je vous dis à très vite sur Génération Comptable.